Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule sur l'ADN pendant la mitose et la méiose. Tout d'abord, quelques rappels. Un homme est constitué de cellules. Certaines de ces cellules vont produire des cellules reproductrices, les spermatozoïdes. De même qu'une femme est constituée de cellules et certaines de ces cellules vont produire des ovules. Un spermatozoïde et un ovule peuvent se rencontrer, c'est ce que l'on appelle la fécondation. Et cela va aboutir à la formation d'une nouvelle cellule œuf à l'origine d'un nouvel individu. On sait que dans chacune des cellules de l'espèce humaine, il y a 23 paires de chromosomes. C'est également le cas dans le noyau d'une cellule œuf qui va renfermer les 23 paires de chromosomes. Les adultes de chaque espèce produisent des gamètes ou cellules reproductrices qui sont nécessaires à sa reproduction. Les gamètes se forment au cours d'une division cellulaire particulière appelée la méiose. Chez les animaux, les gamètes sont présentes dans les glandes sexuelles, testicules chez les mâles et ovaires chez les femelles. Chez les végétaux, ils sont présents dans les organes reproducteurs de la fleur, dans le pollen des étamines pour les gamètes mâles, et les ovules sont présents dans le pistil pour la partie femelle. Lorsqu'on regarde un karyotype de cellules reproductrices, comme vous avez ici sous les yeux, on remarque qu'il n'y a que 23 chromosomes dans le noyau des spermatozoïdes et des ovules, c'est-à-dire 2 fois moins que dans les autres cellules de l'organisme qui en possèdent 46. La répartition des chromosomes lors de la formation des cellules reproductrices est liée au hasard. Pour fabriquer les gamètes, il va falloir réduire le nombre de chromosomes par 2, si bien que chaque gamète va recevoir un chromosome par paire. Donc on va avoir un chromosome de cette paire et également un chromosome de celle-ci. Nous obtenons donc un chromosome par paire dans chaque gamète. Ici, on remarque que l'on a bien 2 gamètes génétiquement différentes qui sont formées. Cependant, il y a une deuxième possibilité. On pourrait faire ceci et inverser les chromosomes de la deuxième paire. Ces gamètes-là sont génétiquement différentes de la première possibilité. Donc ici, avec 2 paires de chromosomes, on obtient 4 possibilités, c'est-à-dire 4 gamètes génétiquement différentes. Le contenu des gamètes fabriqués à partir d'une même cellule peuvent donc être différents, et cela est dû au hasard des associations des chromosomes. Dans l'espèce humaine, nous avons 46 paires de chromosomes, ce qui correspond à 8 388 608 possibilités de gamètes. Et ça, c'est valable pour les spermatozoïdes ou pour les ovules. Une femme peut donc produire 8 388 608 ovules génétiquement différentes et un homme peut lui aussi produire 8 388 608 spermatozoïdes génétiquement différents. À retenir, les cellules reproductrices n'ont que 23 chromosomes dans leur noyau, c'est-à-dire un chromosome par paire. La méiose permet de former des cellules reproductrices génétiquement différentes du fait de la répartition au hasard des chromosomes d'une paire. Un ovule a 23 chromosomes, tout comme le spermatozoïde. Lors de la fécondation, les gamètes vont s'unir, permettant ainsi de reconstituer les paires de chromosomes. La cellule œuf aura donc 46 chromosomes. Le nouvel individu aura donc pour chaque paire de chromosomes un chromosome d'origine paternelle, ici de couleur orange, et un chromosome d'origine maternelle de couleur bleue. C'est au moment de la fécondation que sera défini le sexe de l'enfant. Il s'agira d'une fille si le spermatozoïde possède un chromosome X et d'un garçon si le spermatozoïde possède un chromosome Y. Sachant que chaque individu peut produire 8 388 608 gamètes génétiquement différentes, cela permet donc d'obtenir théoriquement 70 000 milliards d'individus génétiquement différents. C'est cela qui explique la variabilité des individus. Ce qu'il faut retenir, lors de la fécondation, la fusion des noyaux des cellules reproductrices permet de reformer le karyotype de l'espèce.
Un individu reçoit donc pour chaque père un chromosome de son père et un chromosome de sa mère. À l'origine d'un individu, il y a une seule cellule, la cellule œuf. Cette cellule va se diviser en deux, cellules identiques, pour former un embryon à deux cellules, puis au fil des multiplications, le nombre de cellules va augmenter afin d'obtenir le nouvel individu. Les cellules de l'organisme, à l'exception des cellules reproductrices, possèdent la même information génétique que la cellule œuf, dont elles proviennent par division successive. C'est-à-dire que chaque cellule de votre organisme, hormis les cellules reproductrices, auront le même karyotype, les mêmes allèles, les mêmes gènes. Nous allons chercher à expliquer comment cela est possible. Pour cela, nous allons étudier un graphique montrant l'évolution de la quantité d'ADN dans le noyau d'une cellule. La multiplication cellulaire, c'est l'ensemble des étapes qui va permettre à une cellule de donner deux autres cellules. Lorsqu'on trace la courbe, on se rend compte qu'on passe de 3 unités d'ADN à 6 unités d'ADN, c'est-à-dire que la quantité d'ADN a doublé. On constate par ailleurs que l'on passe de 6 unités d'ADN à 3 unités d'ADN, ce qui veut dire que l'on a divisé par 2 notre quantité d'ADN. Or, nous savons que le nombre de chromosomes ne change pas au cours de la multiplication cellulaire, c'est-à-dire qu'il y a toujours 46 chromosomes. Nous allons donc observer au microscope les chromosomes afin de comprendre ces variations de la quantité d'ADN. Si on observe les chromosomes lors de la multiplication cellulaire, on remarque qu'ils peuvent avoir deux formes. Ils peuvent avoir la forme d'un chromosome simple, c'est-à-dire constitué d'une seule molécule d'ADN, soit ils peuvent avoir la forme d'un chromosome double, c'est-à-dire à 2 molécules d'ADN. Reprenons le graphique. Lorsqu'on est à une quantité de 3 unités d'ADN, on va avoir des chromosomes simples, c'est-à-dire à une seule chromatide, une seule molécule d'ADN. Puis on va passer à 6 quantités d'ADN. Donc la quantité va doubler, c'est ce qu'on appelle la duplication. On va donc passer de chromosomes simples à des chromosomes doubles. En fait, l'ADN va être copié. Et on va donc former des chromosomes avec 2 molécules d'ADN identiques. Puis, lorsque l'ADN revient à une quantité de 3, on va avoir une division, c'est-à-dire que les molécules d'ADN vont se séparer. On passe d'un chromosome double à des chromosomes simples. La mitose ou division cellulaire, c'est le processus qui va entraîner la division d'une cellule mère en 2 cellules filles identiques. Et cela va être possible grâce à la séparation des chromosomes doubles. Si on regarde une vidéo montrant la mitose dans une cellule, on va pouvoir observer le comportement des chromosomes lors de la multiplication cellulaire. Au départ, les chromosomes ne sont pas visibles. À ce moment, l'ADN va se dupliquer. On va donc passer de chromosomes simples à des chromosomes doubles. Puis, l'ADN va se pelotonner, ce qui va rendre les chromosomes visibles. Ici, on observe un chromosome vert, les autres sont colorés en rouge. Ensuite, les chromosomes vont s'aligner au niveau de l'équateur de la cellule. Et enfin, chaque chromatide, c'est-à-dire chaque molécule d'ADN, vont se séparer pour se diriger chacune vers un pôle de la cellule. Puis, la membrane va se reconstituer, ce qui va diviser le cytoplasme en deux. On passe donc d'une cellule à 2 cellules. À retenir, la mitose, c'est-à-dire la division de la cellule, se caractérise par la séparation en 2 des chromosomes doubles obtenus suite à la duplication. Chacune des 2 cellules formées reçoit 23 chromosomes simples identiques à ceux de la cellule initiale. J'espère que cette vidéo est claire. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir au prochain cours. À bientôt!